Cette semaine, je conduis la Hyundai Ioniq 5 2022. Pour 2022, Hyundai rentre sur le marché des véhicules électriques de nouvelle génération avec un modèle assez original, la Ioniq 5. La Ioniq 5 vient compétitionner contre des modèles comme la Mustang Mach-E ou encore la Tesla Model Y. La Ioniq 5 vient partager la plateforme avec le modèle de chez Kia, la EV6, ainsi que la nouvelle Genesis GV60. Le modèle à l'essai cette semaine est le modèle le plus dispendieux et le plus équipé pour la Ioniq 5. On appelle ça un modèle Prefer All-Wheel Drive Long Range. Alors, traction intégrale avec la batterie pour faire plus de distance. Alors, on retrouve deux moteurs électriques qui nous donnent une traction intégrale, jumelée à une batterie de 7,4 kWh, ce qui nous donne 320 chevaux et 446 livres-pieds de couple. Bon, regardez, un bon combo de ce côté-là. Pas la plus grosse batterie, pas la plus grosse performance, je pourrais dire côté chevaux-vapeur. Bon, maintenant, je vais tester l'accélération avec la Ioniq 5. Comme j'ai dit, traction intégrale, fait que ça devrait quand même décoller. On va la mettre en mode sport. C'est très facile, on a qu'à appuyer sur le bouton ici où qui est marqué Drive Mode. Et on décolle. Et voilà. On peut faire le 0 à 100 en environ 4,5 secondes dans ces coins-là. On voit que la suspension, il y a beaucoup de mouvement dedans quand on décolle. C'est pas le décollage le plus agressif. Côté véhicule électrique que j'ai testé, on voit que la Ioniq 5 elle a plus une approche côté daily driver, je pourrais dire, aller du point A au point B, le confort plus que le côté sport. Mais quand même, on a une bonne accélération. Là, regardez, c'est un véhicule électrique. Ça déménage à comparer de beaucoup de véhicules sur le marché. Alors, sur la route, le véhicule est quand même confortable. Un certain sacrifice, je pourrais dire, côté tenue de route. J'ai l'impression que la Kia EV6 a vraiment un côté un peu plus sportif ou c'est juste peut-être la façon qu'on est assis dedans, la façon de conduire ces choses-là. Mais je trouve vraiment que la EV6 dans la courbe a collé un petit peu plus que la Ioniq 5. La Ioniq 5, on dirait que la suspension est plus molle, une suspension faite un petit peu plus pour monsieur tout le monde. Sur la route, ça va bien, ça prend bien les bosses. Puis il faut pas oublier que le Ioniq 5, c'est un espèce de VUS et non un auto. Quand on le voit en photo, on pense que c'est vraiment comme une petite auto, comme une genre de Golf. En tout cas, moi, la première fois que je l'ai vu, c'était mon avis. Puis quand je l'ai vu en vrai, j'ai vu que c'était comme une voiture obèse. Fait que ça ressemble pas à un VUS, ça ressemble à une voiture surgonflée. Fait qu'une fois qu'on les a vus en vrai, on reste assez surpris. Puis de ce côté-là, on passe directement au style. Regardez, un style rétro-futuriste. C'est vraiment le terme que j'appelle ça. J'aime beaucoup l'approche de Hyundai de faire une différence avec les autres. Tandis que la EV6 était vraiment un style que j'aime beaucoup, mais ça se rapproche vraiment d'une Mustang Mach-E à mon avis, à moi. Là, on a un style qu'il n'y a pas d'autres véhicules sur le marché que ça ressemble à ça. Les lumières à l'avant, c'est très cool. Les carrés dedans, la shape en avant de l'auto, je trouve ça très cool. On a des grosses roues sur le côté. Même si c'est un VUS, on n'est pas tellement haute terre. Ce ne serait pas le genre de véhicule par le design qu'on peut faire du hors-route. Mais si on continue par la shape, on a une shape hatchback plus qu'un VUS à mon avis. À l'arrière, j'adore les lumières un peu rétro, pixelisées. C'est très beau de ce côté-là. Les roues un peu plus pleines, c'est peut-être moins mon genre, mais ça fit avec ça. Là, on a une peinture 2 tons. Alors, une espèce de bleu ciel mélangé avec du gris en bas. C'est pas pour monsieur tout le monde, mais c'est un style vraiment original. La plupart des gens qui voient ce véhicule-là, à ma surprise, aiment le design. Puis surtout dans mon coin, je pourrais dire, la Ioniq 5 est très populaire parce que j'en vois beaucoup sur les chemins. Même si elle est en grande demande, puis elle est dure d'avoir de ces temps-ci, je pense qu'il y a une liste d'attente de
plus de 2 ans présentement. Quand même, j'en vois beaucoup sur le chemin. Maintenant, si on passe à l'intérieur de la Ioniq 5, l'une des premières choses qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a pas de logo Hyundai à l'intérieur. On a vraiment les 4 petits points sur le volant. On voit que chez Hyundai, de plus en plus, je pense que Ioniq va devenir sa propre marque et se détacher de Hyundai. Fait que c'est dans les premières étapes pour faire ça, à mon avis, à moi. Un intérieur très épuré, simple, un petit peu plus de boutons que dans la EV6, surtout pour la climatisation, ces choses-là. C'est un petit peu plus simple à utiliser, mais moins beau à l'œil, je pourrais dire. De ce côté-là, regardez les écrans. On a 2 écrans, mais avec un fond blanc. S'il y aurait eu un fond noir, ça aurait paru comme une grosse écran, comme dans la EV6. Ça, je trouve que c'est un petit peu un manque de ce côté-là. Ça aurait peut-être fait plus beau si aurait mis ça tout noir. Les mêmes écrans qu'on retrouve pas mal comme dans la plupart des nouveaux Hyundai. Sont faciles à utiliser, ils vont vite. Quelque chose qui manque vraiment cette semaine, c'est qu'il n'y a pas Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Tu es obligé de connecter un fil. Dans un auto futuriste comme ça, je trouve que c'est quelque chose qui manque comme gadget cette semaine. Mais tous les cadrans sont faciles à utiliser. Regardez, j'ai mon pourcentage de batterie, combien qu'il me reste à parcourir. Je peux le mettre sur mon écran ici. Je vois tout le temps ma batterie, le range qui me reste, mon autonomie. De ce côté-là, c'est facile à utiliser. On a les fameuses palettes au volant pour nous aider à recharger nos batteries quand on ralentit. Côté siège, on a des sièges qui sont assez confortables. Mais par contre, cette semaine, j'avais beaucoup de difficulté à avoir une bonne position de conduite. C'était pas le cas dans la EV6. Dans la EV6, c'était des sièges un petit peu plus sport, mais j'étais plus confortable pour conduire. Cette semaine, j'ai comme pas trouvé ma position parfaite. Puis je trouve que le siège, il se baisse pas assez. Le siège est très haut. Puis moi, j'aimerais ça pouvoir baisser plus le siège. C'est toujours des trucs que je remarque souvent dans les véhicules coréens ou japonais. Je pense que les ingénieurs sont petits. Je vous rappelle, je suis 6 pieds 3, 300 livres aussi. Là. Fait que c'est pas la norme des gens qui vont conduire ce véhicule-là. Mais si vous êtes un peu plus de mon gabarit, vous allez voir que vous êtes assis assez haut dans ce véhicule-là. Mais bon espace pour les jambes, les épaules, la tête. La console au milieu, on peut la bouger, l'avancer, la reculer. Il y a beaucoup d'espace en dessous ici de l'accoudoir. On a une place pour charger notre téléphone. J'aime beaucoup ça. Dans les véhicules électriques, on a beaucoup d'espace. On n'a pas l'espèce de tunnel pour la transmission, le drive shaft, ces choses-là. Ça libère beaucoup d'espace. On s'en aperçoit surtout à l'arrière. À l'arrière, on a beaucoup d'espace dans la Ioniq 5. En fait, plus d'espace que dans la compétition qu'on retrouve chez Ford puis chez Tesla. C'est un gros plus pour la Ioniq 5. Même chose pour le coffre. Un bel espace de coffre, assez pratique de ce côté-là. On peut même lever l'espèce de plancher. On va avoir un petit peu plus d'espace de ce côté-là. Fait que c'est pratique. Et si vous avez rempli votre Ioniq 5 au complet, il vous reste un petit espace en dessous du capot dans le engine cover que j'appelle. Là, c'est vraiment pour laisser des trucs, je pourrais dire, en cas d'urgence ou quelque chose qu'on veut pas avoir accès souvent. Il y a un petit coffre un peu caché de ce côté-là qu'on peut utiliser côté espace cargo. Un autre truc inusité un peu qu'on retrouve à l'intérieur du Ioniq 5, c'est comment changer nos vitesses, le mettre en drive ou en reculons. C'est une espèce de gros bâton qui sort à côté du volant. On peut pas le bouger, c'est juste le bout du bâton qu'on peut tourner. Une fois qu'on est habitué, ça va très vite avant de circuler. Encore une fois, c'est une innovation qu'il faut s'habituer, mais qui libère beaucoup d'espace au centre, ici, à la console centrale. C'est quand même bien de ce côté-là. Bon, côté autonomie, on peut faire environ 350 km d'autonomie avec un modèle un petit peu moins équipé. Le modèle que j'ai cette semaine, on peut faire jusqu'à 480 km. Moi, avec qu'est-ce que j'ai vu présentement, puis qu'est-ce qui m'indique, puis la façon que je conduis ces choses-là, j'ai vu du 400 km cette semaine. J'ai pas réussi à aller en haut de 400 km, je dirais. On est quand même dans des bonnes conditions de ces jours-ci, une bonne température, ni trop chaud, ni trop froid. J'aimerais ça pouvoir peut-être toucher 480 cette semaine. Des fois, là, je trouve que ça baissait un petit peu vite de ce côté-là, mais regardez, côté recharge, ça va quand même assez vite. Si je vous donne les temps, là, surtout quand on est sur des fast chargers, je vais vous donner les 3 niveaux. Alors, niveau 1, une plug normale à la maison, 37 heures,
Ça, c'est sûr et certain, c'est toujours long. Si vous avez accès à un niveau 2, c'est environ 6h45 minutes, 7h. Alors, une borne normale que vous achetez avec un véhicule électrique que vous allez installer à la maison ou la plupart des bornes disponibles un peu partout. Si vous avez accès à un niveau 3, là, ça dépend, encore une fois, ça, c'est un niveau DC. Là, ça dépend du kilowatt que vous allez avoir. Il y a des 50, il y a des 100, il y a jusqu'à 350, etc. Si vous avez accès à une 350, pour vous donner un exemple, vous allez être capable de recharger jusqu'à 80% en environ 18 minutes et vous pouvez avoir un 111 km en seulement 5 minutes. Ça va très vite de ce côté-là. Moi, cette semaine, je l'ai branché 2 fois sur un 50 kWh. Environ en 1h30, 2 heures, de 30% jusqu'à 100%, pas 80%. Ça a pris environ ce temps-là sur une borne qui roulait à son maximum. Je vous rappelle que des bornes aussi, des fois j'en utilise une qui était à 100 kW, mais elle roule pas à 100 kW. Là, cette semaine, celle qui était 50, elle roulait à 50. Fait que ça a quand même bien été de ce côté-là. Je vous dirais, là, si vous avez peur de manquer de jus, vous avez l'accès à une borne de recharge rapide, une 50 ou une 100, un petit 20 minutes là, ou un 30 minutes, là, vous êtes bon pour refaire un bon bout de ce côté-là. Fait que de plus en plus, je viens habitué à ces bornes de recharge rapide-là. Puis le temps passe plus vite que je pensais, surtout quand on est occupé sur notre téléphone ou on mange une bouchée, ça se fait bien. Bon, côté prix, la Ioniq 5 part à 47 535 $. Et le modèle à l'essai cette semaine d'une valeur de 62 735 $. Une fois les rabais applicables fédéral, provincial sur la Ioniq 5, ça revient à 51 428 $. Ce côté-là, regardez, je pense que ça vaut la peine. Puis de nos jours, avec le prix de l'essence, je pourrais vous dire que si vous avez environ, juste vite fait, là, c'est pas les chiffres exacts, là, mais je pense que si vous avez moindrement un véhicule qui vaut 30-35 000, puis vous mettez de l'essence dedans, je pense que vos coûts par mois vont revenir environ au même prix qu'un véhicule de 50 000 $ électrique. À mon avis, à moi. Regardez, on conduit des véhicules à toutes les semaines. Plus que le gaz monte, la valeur du litre, ça fait une grosse différence dans nos essais routiers. Je pourrais vous dire qu'à chaque fois qu'on a un véhicule électrique à l'essai pendant un mois, on a fait une économie d'au moins de 200 à 300 $ par semaine. Fait que ça fait une grosse différence, même pour nous, les chroniqueurs. Et oui, on paye notre essence, c'est pas les manufacturiers ou quelqu'un de mystérieux qui paye notre essence ou notre électricité. C'est nous qui la paye. Fait que quand on a un véhicule électrique, on fait une grosse économie. Bon, pour conclure, qu'est-ce que je pense de la Ioniq 5? Un véhicule très original, un véhicule qui se démarque des autres, mais un véhicule que j'ai pas autant trippé que je m'attendais. Je trouve que les gens l'ont mis sur un piédestal un peu parce qu'il y a un look assez cool. J'ai préféré mon expérience avec la Kia EV6 en général, la conduite, l'intérieur, tout ça. Je préfère aussi la Mach-E à ça. Je trouve que l'intérieur, la tablette, la façon qu'il se conduisait, son approche qui était plus sport, je préférais la Mustang Mach-E. La Ioniq 5, pas un mauvais véhicule, c'est juste que moi, j'étais un gars d'auto old school. Le look, en général, une espèce de hatchback surgonflé qui est comme un VUS, mais qui est pas un VUS. J'aime l'approche Hyundai, je trouve ça original, mais ça serait pas pour moi, je pourrais dire. Ça serait pas quelque chose que je vivrais avec tous les jours, avec le 2 tons, tout ça. Je suis un petit peu trop vieille école pour ce genre de véhicule-là. Peut-être s'il serait tout d'une couleur, avec une approche un petit peu plus sport, peut-être qu'une version N, peut-être m'attirerait plus. Ça, peut-être que ça va venir dans l'avenir, il y a des grosses chances. Mais dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez la Ioniq 5. Est-ce que c'est votre préféré? Est-ce que vous préférez la Kia EV6, la Mustang Mach-E, ou vous êtes prête à débourser un petit peu plus puis attendre pour la Genesis GV60? Laissez-moi savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo et on se revoit dans un prochain essai routier.